Je te présente maintenant la fonction tangente. La fonction tangente qui n'entre pas dans la catégorie des fonctions sinusoïdales, parce que les fonctions sinusoïdales, c'est uniquement le sin et le cos. Donc la fonction tangente, c'est une fonction qui est à part, mais rien n'empêche qu'avec elle, on va l'aimer quand même, surtout qu'on va être capable de faire son graphique, de s'intéresser à ses points importants, etc. Donc déjà ici, tu as une bonne idée de à quoi peut ressembler une fonction tangente. Tu vois qu'il y a une grande différence par rapport au sinus et au cosinus, mais il y a quand même une constance où il y a un motif qui se répète. Donc, j'y vais, allons-y. Tout d'abord, je vais te démontrer que la tangente, je vais te faire une démonstration, que la tangente, c'est équivalent à faire le sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle. Donc, si je dis tangente θ, ça va être équivalent à faire la même chose que sinus θ sur cos θ. La démonstration que je vais te faire, donc, c'est par un exemple. Donc, je prends un triangle rectangle. Donc, c'est une référence à Pythagore, mais aussi plutôt à la trigonométrie qu'on a vue en quatrième secondaire. Donc, tu te rappelles, dans un triangle, quand j'ai un angle, je peux trouver les positions des côtés. Donc, tout d'abord, ici, le plus long côté, c'est l'hypoténuse, celui qui est en face de l'angle droit. En face de l'angle A, c'est le côté opposé, celui-là qui s'appelle adjacent. Donc, moi, si je voulais trouver le rapport du sinus de A, donc le sinus de A, sinus, je vais chercher opposé hypoténuse avec la formule SOPHY, opposé hypoténuse. Donc, je sais que le sinus de l'angle A, c'est le rapport de 3 sur 5. Je fais la même chose avec le cos. Donc, le cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse à cause de la formule qu'elle dit. Donc, ça va me donner 4 sur 5, adjacent sur hypoténuse. Donc, le sin, c'est 3 sur 5. Le cos de A, c'est 4 sur 5. Pas besoin de connaître l'angle. Ici, je m'intéresse juste au côté. On peut faire le même raisonnement avec la tangente. Donc, la tangente de l'angle A. La tangente, je vais prendre la formule topade. Donc, je vais dire que c'est opposé divisé par adjacent. Donc, 3 sur 4. Mais tu sais qu'une fraction, si c'était une fraction qui n'était pas réduite, qu'est-ce que je ferais? Ben, je dirais, ben, je vais la diviser par 2 en haut, diviser par 2 en bas, donc ça ferait une autre fraction qui est équivalente. Donc, j'aurais le droit de diviser par 2, puis diviser par 2 en haut, en bas. Ça ne change pas ma fraction. Je pourrais la diviser par 10 en haut, la diviser par 10 en bas si j'avais 30 sur 40. Donc, je simplifierais. Donc, j'ai le droit de diviser le numérateur et le dénominateur par une même valeur sans changer la fraction. Ça veut dire que j'aurai le droit de le diviser par 5 en haut, puis de le diviser par 5 en bas. Ce qui me donnerait la fraction 3 cinquièmes sur 4 cinquièmes. Mais le 3 cinquièmes, qu'est-ce que c'est? Donc, je l'ai mis en bleu pour faire référence à lui. Donc, le 3 cinquièmes, c'est égal à sinus de A. Le 4 cinquièmes en vert, c'est le cos de A. Donc, ça veut dire que en haut, je vais avoir le sinus de A. En bas, je vais avoir le cosinus de A. Donc, la tangente de A, c'est la même chose que faire sinus de A sur cos de A. Voilà, je t'ai démontré que la tangente est égale à sinus divisé par cos. Donc, pour le graphique de la fonction tangente de x, donc la tangente, sachant que c'est sin sur cos, donc, et que mon cercle trigonométrique, hein, ici, les valeurs de x, c'est le cos, les valeurs de y, c'est le sin dans le cercle trigonométrique. Donc, ce que je vais faire pour trouver la tangente de x, donc je vais mettre en relation toujours les angles en radians, donc en rouge, ça c'est mon x. Et pour trouver le y, ça sera le quotient des ordonnées et des abscisses de mon cercle trigonométrique. C'est-à-dire que, bon, je vous ai mis la ligne verte, la ligne des sines, la ligne des cos, et pour trouver la réponse des tangentes, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais sin divisé par cos. Donc, si je voulais avoir la tangente de 0, ben, je ferais sin divisé par cos, 0 divisé par 1. 0 divisé par 1, ça fait 0. Si je veux trouver pour pi sur 6, c'est 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2. Donc, ça divisé par ça me donne racine carrée de 3 sur 3.
Je te fais la démonstration juste pour ta culture personnelle, pour que tu te demandes pourquoi ça donne racine carrée de 3 sur 3, d'où ça vient. Fait que d'où ça vient de l'opération suivante. Le sin divisé par le cos, donc une demi divisée par racine carrée de 3 sur 2, divisé c'est multiplié par l'inverse, donc j'ai inversé celui-ci. Donc, après ça, ben, je m'aperçois que j'ai une multiplication de deux fractions. Quand je vois que j'ai un numérateur et un dénominateur identiques d'un étage à l'autre, j'ai le droit de les biffer, de les simplifier. Donc, à ce moment-là, il me reste 1 sur racine carrée de 3 et 1 sur racine carrée de 3. On n'aime pas ça, avoir des racines au dénominateur. En mathématiques, on est très pointilleux là-dessus. Donc, une racine en bas, c'est pas beau. Fait qu'est-ce que je fais pour éliminer une racine? Hey, je la multiplie par elle-même. Fait que racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça va donner 3 comme nombre entier. Mais si je le fais en bas, je suis obligé de le faire en haut. Fait que je multiplie en haut aussi par racine carrée de 3 parce que je ne veux pas changer la valeur de ma fraction. Donc, 1 fois racine carrée de 3 en haut, ça me donne racine carrée de 3. Et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça élimine la racine quand je le multiplie par lui-même. Et donc, ça me donne 3 en bas. Donc, c'est pour ça que ça donne ça ici. Pour le pi sur 4, donc c'est racine carrée de 2 sur 2 divisé par racine carrée de 2 sur 2. Donc, c'est pareil en haut, en bas. Donc, ça veut dire que je peux simplifier ça, ça me donne un entier. Pour le pi sur 3, donc racine carrée de 3 sur 2, divisé par une demi. Donc, divisé par une demi, c'est faire fois 2. Donc, ça ici, fois 2, ça barre les deux. Il me reste juste la racine carrée de 3. Et c'est ici là, qui est un peu bizarroïde, c'est que, en fait, vis-à-vis pi sur 2, je me retrouve avec une division par 0. 1 divisé par 0, si tu pitonnes ça sur ta calculatrice, tu vas t'apercevoir que ça donne une erreur, que c'est non défini. Donc, c'est pourquoi j'ai marqué ND ici pour non défini, car la division par 0 ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai ici, puis c'est vrai un petit peu plus loin dans la table de valeurs, où que tu peux voir encore une fois qu'on a une division par 0. Donc, ici, c'est une valeur non définie. Les autres ici, bon, c'est le même principe, hein, c'est à peu près les mêmes valeurs, sauf qu'ici, bon, c'est un plus divisé avec un moins, c'est pour ça que ça me donne des négatifs ici. Ça, c'est un moins divisé avec un moins, c'est pour ça que ça me donne des positifs. Puis ici, c'est de signe contraire, donc la division de signe contraire me donne un négatif. Puis ici, ben, 0 divisé par 1. Donc, j'ai fait le tour de 0 à 2pi avec la fonction tangente, mais ici, j'ai mis la ligne des sines et des cos juste pour vous montrer comment on faisait pour trouver la ligne des tangentes, mais quand vient le temps de tracer le graphique, j'ai plus besoin du sin du cos, j'ai maintenant la réponse de la tangente, et c'est ces points-là que je vais tracer dans le graphique. Donc, tout d'abord, le point 0, 0, qui est, oups, pardon, j'ai reculé, il faut que j'avance. Donc ici, le point 0, 0, qui est ici, le point pi sur 6, racine carrée de 3 sur 3, ça me donne une valeur qui est environ de 0,58. Donc, le pi sur 6 est environ ici. Donc, ça ici, ça dépasse 0,5, donc 0,58. Donc, ça donne cette valeur-là. Le pi sur 4, donc, qui est entre 0 et pi sur 2. Donc, entre 0 et pi sur 2, j'ai pi sur 4. Donc, ça me donne un entier. Ici, ça va me donner 1,73, donc vis-à-vis pi sur 3 qui est ici. 1,73, donc c'est plus grand. Et si je prenais d'autres valeurs entre pi sur 3 et pi sur 2, je verrais que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais rendu à pi sur 2, on a vu qu'ici, on avait une division par 0, donc c'est non déterminé. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, ici? Ben, ça veut dire que j'ai une asymptote. C'est une valeur non définie. Donc, je vais pouvoir tracer une asymptote vis-à-vis pi sur 2 parce que ça sous-entendait que j'avais une division du sin avec le cos qui était division par 0. Donc, ici, j'ai une asymptote. Je continue mes autres points. Tac, tac, tac. Je suis mes points, etc., etc., etc. Ici, encore une fois, je tombe avec une valeur non définie, ce qui veut dire que j'ai une asymptote, donc parce que j'avais une division par 0, et je poursuis les autres valeurs là. Donc, j'ai fait le tour de 0 à 2, puis il me reste juste à relier mes points. Donc, ça me donne une première courbure ici qui va monter jusqu'à l'infini, qui va longer l'asymptote. Et ici, donc, je partirais de moins l'infini, je longe la courbe, je m'en viens vers le centre et je relonge l'asymptote de l'autre côté. Même chose pour cette partie-là.
Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'étude un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ici, c'est mon ordonnée à l'origine. Je n'aurai aucun maximum, aucun minimum parce que ça monte jusqu'à l'infini, ça descend jusqu'à moins l'infini. Ce qui veut dire, si j'ai pas de min ni de max, je ne parlerai pas d'amplitude. Donc, l'amplitude sera non déterminée, non définie. Donc, l'amplitude pour une fonction tangente, puis le max, puis le min, je vous en parle, mais c'est la dernière fois que je vous en parle parce que ce ne sont pas des valeurs à considérer pour cette fonction-là. J'ai le point d'inflexion, j'en ai parlé dans la fonction sinus, le point d'inflexion qui est le point de transition entre une courbe convexe et une courbe concave. Donc, si ma courbure, elle est comme gonflée vers le haut, puis ici, c'est comme gonflé vers le bas. Donc, gonflé vers le haut, convexe, gonflé vers le bas, concave. Donc, la transition entre les deux, on appelle ça un point d'inflexion. Je vais pouvoir trouver, par contre, ma période. En fait, c'est un motif ici, genre de courbure ici qui a une largeur entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc, la largeur entre les deux asymptotes. De pi sur 2 à 3 pi sur 2, c'est que j'ai ajouté pi. Donc, ici, j'ai 10 carreaux. Ici, regardez, 0 jusqu'à 10 carreaux, ça fait pi. Donc, de pi sur 2 avec 10 carreaux, j'ajoute pi. Donc, ma période sera de pi, la largeur d'un motif, mais ça peut être aussi la distance entre deux points d'inflexion. Ici, ma courbe, on s'imagine qu'elle va continuer, qu'elle va se répéter à l'infini. Donc, entre deux points d'inflexion aussi, on peut trouver la période qui serait aussi de pi pour ma fonction de base qui est la tangente de x. Maintenant, évidemment, on va rajouter les quatre paramètres, le A, le B, le H, le K, donc qui va influencer la courbure. Donc ici, je vois déjà que ma courbure, au lieu d'être croissante, elle est décroissante, mais j'ai encore mes asymptotes. J'ai mon point d'inflexion qui serait à peu près ici pour chacune de ces courbes-là. Donc allons-y. C'est quoi le rôle des paramètres pour chacun? Tout d'abord, ben, le paramètre A, il ne m'intéresse pas parce que le paramètre A, en fait, il va exister dans la règle, mais il n'y aura pas de conséquences sur l'amplitude parce que je ne parle pas d'amplitude. Donc, je vais passer tout de suite à l'étape période. La période, originalement, la période d'une tangente, on a vu précédemment, donc je recule. La période, c'est pi. Hein? Donc, c'est pour ça que ma formule, en ajoutant le paramètre B, je vais prendre pi sur B. Donc, si je veux trouver ma période pour cette fonction-là, je prends pi sur B, pi divisé par une demi c'est fois 2, donc pi fois 2, 2pi. Donc, ma période, c'est-à-dire la distance entre deux asymptotes, sera de 2pi pour celui-là. Le point d'inflexion, donc je l'ai dit, c'est le point de transition entre deux types de courbes dans chacun de mes motifs. Donc, ce sera la coordonnée HK. Donc, avec le HK, ça va te donner un premier point d'inflexion dans ton graphique. Donc, si j'analyse ici, le H vaut 2, le K vaut 3. Donc, ça va me donner un point d'inflexion. Donc, il va se situer environ ici. Donc, ici, c'est gradué, c'est 5pi. Donc, ça, c'est pi, c'est 3. Donc, un petit peu en bas de 3, c'est 2. Puis ici, je vois bien pour ma graduation des Y que c'est la valeur de 3 qui est située là. Donc, point d'inflexion. Ensuite, je vais pouvoir trouver la valeur initiale quand x vaut 0. Donc, c'est le même principe que pour le sin le cos. J'enlève le x parce qu'il prend la valeur de 0. Donc, quand x vaut 0, je calcule ça. Donc, ici, ça fait 4,56. Là, est-ce que je me suis trompé? Je vais aller voir dans mon graphique si ça fait du sens avec ce que j'ai calculé ici. Donc, 4,56, je vais voir donc ma valeur initiale, 4,56. Ça fonctionne, ça a bien d'allure, c'est la rencontre de ma courbe avec l'axe des Y. Donc, c'est en bas de 5, en haut de 4. Ça a beaucoup de sens, donc je ne pense pas m'être trompé, mais tu pourras vérifier quand même avec ta calculatrice. Ça va te faire pratiquer à pitonner en mode radian avec des fonctions bizarroïdes telles que sin costan. Donc voilà, c'est pour l'instant le rôle des paramètres de la fonction tangente.